Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver. Mon invité est une personnalité incontournable de la scène française et internationale, que ce soit dans le domaine de l'entreprise ou en politique. En 1990, elle cofonde une société spécialisée en réhabilitation thermique, entreprise qu'elle a dirigée pendant 12 ans. Par la suite, elle s'oriente dans le monde des technologies et travaille pour plusieurs multinationales telles que France Télécom, Dell et Lenovo, où elle est nommée PDG de la filiale française en 2017. 6 ans plus tard, elle rejoint le groupe Hewlett Packard pour diriger la filiale du groupe pour le continent africain. Elle a également été membre du comité d'investissement consultatif de l'AFD et membre du comité stratégique d'ID Invest. En juillet 2020, elle est nommée ministre de l'égalité femmes-hommes et de la diversité et de l'égalité des chances. Femme engagée et engageante. Elle crée en 2022 un cabinet de conseil en stratégie de gouvernance, Elisabeth Moreno & Partners, dont la mission est d'accompagner les institutions publiques et les entreprises privées sur le sujet des responsabilités sociales et environnementales. En 2023, elle fonde la Puissance du Lien, association qui vise à renforcer les liens humains, femmes-hommes, entrepreneuriales et territoriales. En 2023, elle est élue présidente de la Fondation Femmes Numériques qui œuvre pour la féminisation dans le métier du numérique. Vous l'aurez compris, j'ai la joie, l'honneur et le privilège de recevoir celle qui vient d'être nommée présidente du conseil d'administration du fonds d'investissement Ring Capital Afrique. Humaine avant tout, aimant l'humain, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel, quel plaisir d'être avec vous et je suis presque gênée de vous entendre énumérer ce parcours qui moi-même parfois je me dis mais voilà, que d'environnements très différents. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci à vous et merci pour la femme inspirante que vous êtes. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Gloria Steinem qui souligne, pour se présenter, elle soulignait « Je suis une femme engagée car je crois en la force de la sororité et je m'efforce de soutenir et d'inspirer les autres femmes dans leur lutte pour l'égalité. » Et vous, Elisabeth Moreno, qui êtes-vous? J'ai envie puisque vous citez Gloria Steinem, j'ai envie de citer Maya Angelou, à qui on demandait si elle était féministe et elle répondait oui, si être féministe c'est être du côté des femmes, je le suis parce que ça fait trop longtemps que je le suis pour ne pas être de mon côté. Je vous cite cette phrase en particulier parce que quand on parle du féminisme aujourd'hui dans nos sociétés, c'est comme si c'était un gros mot. Les gens ne comprennent pas véritablement pourquoi les femmes ont besoin de défendre leurs droits. Mais hier, je lisais un article qui disait que la Gambie était en train de revenir sur l'interdiction de l'excision. 10 ans après que cela ait été voté. Et je me suis dit, comment se fait-il qu'en 2024, dans certains pays du monde, les femmes n'aient pas encore la possibilité de disposer de leur corps, qu'elles n'aient pas encore la possibilité de choisir quel genre d'études elles vont faire, qu'elles n'ont pas encore la possibilité d'épouser la personne qu'elles souhaitent épouser, qu'elles n'aient pas la possibilité de choisir le moment où elles veulent fonder un foyer. Je suis la mère de 2 filles. Je suis née dans un environnement très patriarcal, dans lequel tout ce qu'on attendait de moi, c'est que je devienne une bonne épouse, une bonne mère, que je prenne soin de ma famille et que je m'efface devant les autres. J'ai fait un choix qui est plus large que ça. J'adore ma famille, j'aime prendre soin des miens, mais je crois qu'en tant qu'individu, je peux aussi me réaliser, m'accomplir.
voilà qui je suis. Vous venez de répondre peut-être d'une autre manière à la question suivante, Elisabeth Moreno, mais selon vous, pour vous, non pas comme les autres vous voient, mais quelle est votre plus belle qualité? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime profondément l'humain. J'ai vécu dans des environnements où on n'attendait pas une femme, encore moins une femme noire, encore moins une femme noire avec un handicap. Et j'ai donc subi tout au long de ma vie un nombre de discriminations incalculables. Et ça aurait pu me faire perdre foi en l'humanité. Eh bien non, parce qu'à côté, tout autant de fois que je recevais des critiques sexistes, misogynes, racistes, validistes, eh bien j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont tendu la main sans que je ne leur demande rien, des personnes qui ont cru en moi plus que je ne croyais en moi-même, des personnes qui m'ont montré des perspectives que je n'aurais jamais réalisées toute seule, des personnes qui m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir toute seule. Et ces personnes-là m'ont donné foi en l'humanité. Et cette foi-là, c'est celle à laquelle je crois, parce que d'abord je pense que c'est meilleur pour la santé, et ensuite parce que je pense que l'humain est bon. L'humain est bon, c'est très beau, Elisabeth Moreno, ce que vous dites. Vous définissez comme une amoureuse de l'humain, mais quelle définition donnez-vous de l'humain? Qu'est-ce qu'un humain? C'est un être vivant. C'est un être vivant qui fait partie d'un écosystème. C'est un être vivant qui a la chance... Nous sommes une espèce animale. Peut-être que ce qui nous différencie des animaux, c'est le langage. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons créé des règles, construit des cadres, inventé des systèmes pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre les uns avec les autres. Nous faisons partie d'un tout. Et je crois que nous devrions de temps en temps être un tout petit peu plus humbles. Vous me faites penser à Aristote qui reprend les mots que vous venez de dire, l'homme est un animal politique. Elisabeth Moreno, vous avez de très nombreuses responsabilités, vous avez fondé des sociétés. Aujourd'hui, nous pouvons dire, et je peux dire que vous êtes une grande leader en France et dans notre monde. Que veut dire être leader pour vous aujourd'hui? Si on reprend le mot leader tel que les anglo-saxons l'entendent, il n'y a pas de leader sans followers. Oui. Vous êtes leader parce qu'il y a des personnes qui croient en vous, il y a des personnes qui vous font confiance, il y a des personnes que vous inspirez, il y a des personnes qui sont prêtes à vous suivre parce que la vision, l'ambition, la mission que vous vous donnez les stimule et leur donne envie de vous suivre. Quand Martin Luther King parvient à réunir des centaines de millions d'Américains pour faire cette magnifique marche où il raconte son rêve, c'est un leader. C'est un leader qui partage avec des centaines de milliers d'Américains, blancs et noirs, un rêve pour leur pays qui le dépasse, lui. Je crois qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait se mettre au service des autres. C'est quelqu'un qui voit ce que la grande majorité des gens ne voient pas. C'est quelqu'un qui a suffisamment de courage pour croire dans ses rêves et vouloir emporter avec lui d'autres personnes qui ont envie de vivre le même rêve. Et dans toutes les entreprises que vous fondez, dans tout ce que vous faites, quel est votre rêve aujourd'hui? Moi, je rêve d'une société où chaque individu puisse s'accomplir comme il le rêve, comme il en a envie, comme il y aspire. J'ai trop vu de personnes gâcher leur existence parce qu'ils ont vécu non pas la vie qu'ils auraient souhaité vivre, mais celle que leurs parents espéraient d'eux,
celles que leurs conjoints attendaient d'eux, celles que leurs enfants leur ont dictées, celles que leurs professeurs leur ont conseillées. Et finalement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de vivre sa vie que de la vivre telle qu'on y aspire soi. Pas les autres, mais soi. Parce que je crois que chaque être humain arrive sur cette planète avec sa propre singularité, avec sa propre destinée. Et on peut ne pas choisir le lieu où l'on est, on peut ne pas choisir le milieu dans lequel on est, on peut ne pas choisir le genre avec lequel on est, l'orientation sexuelle avec laquelle on est, le milieu social dans lequel on est. Ça, on peut ne pas le choisir. Mais la direction que l'on donne à notre vie et ce que nous faisons de ce que la vie nous a donné, ça nous appartient. Alors vous parlez de singularité, vous êtes à la tête de plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, vous avez de plus en plus de responsabilités, et vous venez parler de la singularité des personnes. Elisabeth Moreno, comment concilier dans la vision de l'entreprise l'intelligence et la singularité? C'est une question très intéressante, Emmanuel Leclerc. Elle est très intéressante parce que moi, je fais partie de ces petites filles qui ne pouvaient que rêver petit et qui ne pouvaient pas imaginer, vu le milieu social dans lequel j'ai grandi. Moi, je suis une enfant d'immigrés. Aujourd'hui, on parlerait de migrants. Mon père a traversé les montagnes au risque de sa vie pour aller chercher une vie meilleure pour sa famille. Et quand je suis arrivée en France, nous habitions dans les quartiers les plus populaires de Paris, où l'eau ne coulait pas tous les jours dans les robinets, où il n'y avait pas d'ascenseur, etc., etc. Et j'ai grandi dans un milieu de survie. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais devenir chef d'entreprise. J'ai toujours eu l'impression de faire les choses par effraction, parce qu'on ne m'attendait pas à chaque fois là où j'allais. On ne m'attendait pas en tant que chef d'entreprise. Quand j'ai dit que je voulais devenir avocate, mon CPE a éclaté de rire et il m'a fait comprendre que ça n'était pas des métiers pour des gens comme moi. Quand je suis devenue juge, on m'a posé la question, mais comment est-ce que j'ai pu sortir major de ma promotion? Quand je suis devenue PDG d'un grand groupe technologique français, on m'a demandé, mais comment est-ce que tu as fait? Quand j'ai dirigé Hewlett Packard pour le continent africain, on m'a dit, mais comment est-ce que tu y es arrivé? Donc on ne m'attendait jamais, là où je suis arrivée, et encore moins, devenir ministre de la République française. Et en fait, j'ai réalisé dans chacune de ces étapes, à chaque fois que j'ai été leader, et à chaque fois que j'ai réussi, j'ai pas réussi parce que j'étais plus intelligente que la moyenne. J'ai réussi parce que j'étais plus courageuse, plus persévérante, plus tenace, et probablement plus respectueuse des personnes qui travaillaient avec moi. J'ai réussi grâce aux personnes qui travaillaient avec moi. Un jour, un collègue m'a dit, dans une réunion, vous savez, ces réunions où on décide des augmentations de salaire, il y a une enveloppe, elle est limitée, donc c'est la foire d'empoigne pour qui va avoir la meilleure part pour ses équipes. Et je me bats comme une lionne pour mes équipes, et je gagne. Je gagne une bonne partie de l'augmentation que je vais pouvoir distribuer à mes équipes, mais parce qu'on avait eu des résultats qui justifiaient cela. Et on sort de la réunion et mon collègue est furieux et il me dit « Mais de toute façon, tu ne réussiras jamais, tu es beaucoup trop maternelle. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire être maternelle? Est-ce que défendre son équipe, parce qu'ils se sont battus comme des chiens pour avoir ces résultats, parce que les résultats qu'ils ont délivrés ont permis à l'entreprise de gagner de l'argent, ont permis aux actionnaires de gagner de l'argent, ont permis à nos clients d'être satisfaits de notre travail, parce que je défends ces personnes qui se sont battues matin, midi et soir pour ces résultats, tu estimes que je suis trop maternelle? Eh bien, dans ce cas-là, je ne réussirai pas, c'est pas grave. Et j'espère qu'il a vu combien j'ai réussi, grâce aux personnes qui m'accompagnaient et grâce à la considération que j'avais pour ces gens-là. Et j'ai toujours été très exigeante avec mes collaborateurs et mes collaboratrices. Parce que je pense que le rôle d'un leader, c'est aussi d'aller tirer le meilleur des personnes qui l'accompagnent. Et parfois, on n'est pas toujours conscient des capacités et du potentiel qu'on a en soi. Donc moi, je suis toujours allée chercher le meilleur chez mes collaborateurs. Et aujourd'hui, si je suis qui je suis,
je le leur dois en très grande partie. Je leur ai demandé beaucoup, mais ils m'ont toujours trouvée présente quand ils avaient besoin de moi. C'est très inspirant et très émouvant, Elisabeth Moreno, ce que vous dites. Merci, merci beaucoup. Dans chaque responsabilité que vous avez eue et que vous continuez à avoir, vous êtes appelé à prendre des décisions. Aujourd'hui, prendre une décision n'est absolument pas simple du tout. Comment conciliez-vous, comment prendre une bonne décision? Et surtout, selon vous, qu'est-ce qu'une bonne décision? Ou je dirais même une vraie décision. Mais en fait, quand vous dites que ce n'est pas facile de prendre une décision, ça n'a jamais été facile de prendre une décision. Ça n'est jamais facile de prendre une décision parce que vous ne savez si la décision que vous avez prise est bonne qu'une fois que vous l'avez prise. N'est-ce pas? C'est vrai. Ce qui nous fait vaciller aujourd'hui et ce qui rend les décisions plus difficiles à prendre, c'est que nous vivons une période de crise tellement importante, crise politique, sociale, économique, environnementale, humaine. Jamais les êtres humains n'ont été autant déprimés, jamais on ne s'est posé autant de questions sur notre avenir, jamais on a autant vu nos piliers, nos convictions vaciller, parce que rien de ce à quoi on s'est accroché comme des certitudes n'est vrai aujourd'hui. Le monde change tellement vite, et en grande partie à cause ou grâce aux nouvelles technologies. Et je pense que le numérique quantique va encore plus faire exploser nos convictions. Eh bien, puisqu'on n'a plus ces repères qui nous permettaient de prendre des décisions, qui nous permettaient d'imaginer que c'était la bonne décision parce qu'elle avait fonctionné dans le passé, eh bien en fait, tout ça, c'est fini. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de ce qu'est un vrai leader. Parce que vous êtes obligé de prendre des décisions en ayant peu d'informations et en faisant confiance à votre expérience, à votre intuition, à votre expertise, pour prendre la meilleure décision pour les autres et pour vous-même. C'est extrêmement périlleux, mais c'est ça aussi qui est excitant. Complètement. Complètement. Elisabeth Moreno, vous venez de faire la transition avec ma question suivante, à savoir les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, vous êtes une femme engagée, vous réfléchissez, vous travaillez dans ce domaine-là, dans le domaine du numérique. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Ouais. Exactement. Et alors, la question est la suivante, Elisabeth Moreno. Quel est aujourd'hui votre regard que vous avez sur l'intelligence artificielle? C'est une excellente question. Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur du numérique, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai vu le numérique comme un outil d'émancipation extraordinaire. J'ai vu le numérique comme un outil que les anglo-saxons appellent un leapfrog pour le continent africain. C'est-à-dire que le continent africain a manqué la première, la deuxième, la troisième révolution industrielle. Et cette révolution technologique allait lui permettre de rattraper une grande partie de son retard. En plus, cette quatrième révolution industrielle, elle est accessible à tout. Si tout le monde ne pouvait pas s'acheter un train ou une voiture, ou voilà, aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone dans la poche, la plupart des gens ont accès à Internet, etc., etc. Et donc moi, il y a 20 ans, je voyais ça comme un formidable outil d'émancipation pour les femmes aussi. Vous vous rendez compte, vous travaillez de 8h ou de 9h à 18h, vous quittez le travail, vous allez récupérer vos enfants, les hommes aussi peuvent le faire, vous allez récupérer vos enfants, vous les faites dîner, vous les baignez, vous les couchez, vous leur lisez une histoire, et puis vous reprenez vos activités à 21h. Moi je voyais ça dans le numérique, et puis je me disais, mais c'est quand même formidable. Vous pouvez, avec le numérique, être à Abidjan et vendre votre beurre de karité à New York. Vous pouvez être un médecin à Berlin et assister une opération à Singapour. Donc, en fait, je trouvais que le numérique effaçait les frontières, ça facilitait la communication de manière extraordinaire. Moi, je suis née aux îles du Cap-Vert, une partie de ma famille est au Cap-Vert, ça coûtait un bras de téléphoner au Cap-Vert. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez des... Donc, je voyais tous ces avantages qu'offrait le numérique et je pensais que ça allait éradiquer une grande partie des inégalités.
Vous me parlez de l'intelligence artificielle, et bien en fait aujourd'hui je me rends compte, et ça rentre dans cette histoire du numérique, en fait je me rends compte que non seulement l'intelligence artificielle n'est pas accessible à tout le monde, je ne sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus, mais un outil n'est pas intelligent. D'accord ? Quand on parle d'intelligence artificielle, soyons bien conscients que l'IA n'est qu'un outil fait par des hommes et un peu de femmes, pour les hommes et un peu de femmes. Ça n'est qu'un outil. Il faudrait se poser la question de savoir comment cet outil arrive à nous faire aussi peur aujourd'hui, comment il a pu avancer, se développer plus vite qu'on était capable de comprendre son développement, comment il est capable de nous apporter autant de solutions et en même temps autant de problèmes. C'est passionnant, Elisabeth Moreno, ce que vous dites. C'est vrai que nous n'aurons pas le temps de réfléchir en plus en profondeur à cette question, mais sans doute peut-être une autre fois avec plaisir. Mais je voudrais poursuivre sur l'intelligence artificielle. Comment arriver... L'intelligence artificielle, elle est omniprésente. On l'a de partout, elle est invisible. Comment arriver à rester libre et à être maître de son libre arbitre face à l'IA qui nous envahit d'une manière exponentielle? Emmanuel Leclerc, quand on fabrique des voitures qui vont à 220 à l'heure, est-ce que pour autant vous allez conduire à 220 à l'heure? Non. Parce que vous savez qu'à un moment donné, il y a un danger. En fait, la véritable question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la régulation. Parce que je vous le redis, ça n'est qu'un outil. Si on responsabilise les créateurs de cet outil et qu'on leur dit vous avez le droit de faire ceci, mais vous n'avez pas le droit de faire cela. Si on leur dit si vous ne respectez pas la loi, vous perdrez votre entreprise. Si on leur dit vous n'avez pas le droit de donner accès à des enfants de moins de tel âge à cet outil. Vous savez, la pornographie aujourd'hui, c'est l'un des business les plus fructueux au monde. Est-ce que vous savez que nos petits garçons de 6, 7, 8, 9, 10 ans apprennent leur éducation sexuelle à travers la pornographie sur Internet? Vous imaginez, ça fait peur, n'est-ce pas? Vous imaginez faire votre éducation sexuelle sur les films pornographiques que nous voyons? Vous imaginez cette intelligence artificielle qui exclut une partie de la population? Vous imaginez cette intelligence artificielle qui va décider de qui va avoir quel job? Vous imaginez cette intelligence artificielle qui va contrôler, surveiller tout ce que vous faites? Qui sait mieux que vous combien vous avez sur votre compte en banque? Ou quelle est votre hémoglobine aujourd'hui à 8h10? Mais je vous rappelle que c'est un outil fabriqué par des êtres humains et que ce sont des entreprises qui les commercialisent. Tant que nos dirigeants laisseront la liberté à ces entreprises de faire tout et n'importe quoi, eh bien l'IA, ce sera tout et n'importe quoi. Quand les dirigeants auront le courage, peut-être au détriment d'une réélection, mais en ayant à l'esprit l'intérêt collectif et la société qu'on est en train de créer pour nos enfants, eh bien on trouvera les solutions. Si on est capable de trouver un vaccin en 2 ans pour éradiquer la Covid, on doit être capable de trouver des régulations pour empêcher notre monde d'aller dans le mur. Mais alors, grande spécialiste des nouvelles technologies que vous êtes, Elisabeth Moreno, quel est votre regard sur Neuralink? Je ne peux pas avoir de regard spécifique sur Neuralink. Neuralink ne fait rien d'autre que ce que toutes les entreprises du monde font. Chaque entreprise est là pour se développer et elle va chercher des problèmes à résoudre
et elle va apporter des solutions. Et bien, comme n'importe quel entrepreneur, vous créez, vous inventez, vous innovez, soit vous entreprenez pour le bien commun et pour l'intérêt général, soit vous entreprenez pour gagner de l'argent. C'est une question d'éthique et de morale, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas tout à fait dans l'éthique et la morale, parce que l'être humain est aussi fragile dans certaines de ses convictions, eh bien il faut qu'il y ait des personnes qui vous remettent sur le droit chemin. Si ce que vous fabriquez est considéré comme dangereux, il faudrait quand même qu'on puisse vous arrêter. Mais combien d'enfants sont morts dans les écoles américaines parce que les armes sont en vente libre? Il suffirait que la décision soit prise, que ce fameux article, dont j'ai oublié le numéro, qui donne droit à chaque Américain de s'armer pour se protéger, dise non, finalement, on a plus de gens qui meurent que de gens qui sont protégés, donc on va arrêter. Tout est question de choix et de décision. Alors, tout est question de choix et de décision, et ce sera malheureusement la dernière partie de l'interview qui va s'achever, mais vous venez d'être nommé à la tête, à la direction générale du fonds d'investissement Ring Capital pour l'Afrique. Je suis présidente du conseil d'administration de Ring Capital, qui est un fonds européen, et ce fonds a compris que le continent africain est l'un des continents où il y a le plus d'infrastructures, de projets à développer dans l'intérêt des Africains eux-mêmes. Et nous avons décidé de créer Ring Africa, dont je suis également présidente. Et comment allez-vous, enfin, la question est la suivante, quels sont les combats que vous allez mener pour l'Afrique pour défendre les droits des femmes? C'est le même combat que je mène pour défendre les droits des femmes en Europe. Parce que la particularité de la situation des femmes dans le monde, c'est qu'il n'y a aucun pays sur cette planète qui peut se vanter de traiter ses filles et ses femmes comme il traite ses garçons et ses hommes. Il n'y a aucun endroit sur la planète où les femmes ne subissent pas de violences physiques, sexuelles, morales, mentales, psychologiques. Il n'y a aucun endroit sur cette planète où les femmes sont traitées de la même manière que les hommes dans l'environnement professionnel. Il n'y a aucun endroit sur cette planète où les femmes peuvent s'habiller exactement comme elles veulent et sans risquer de se faire agresser sexuellement. Il n'y a aucun endroit sur cette planète où quand une fille naît, on ne prie pas très fort pour qu'elle ait la meilleure vie possible et les mêmes chances de réussite que les garçons. C'est ça la réalité, et je n'exagère pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, les combats seront les mêmes. Le continent africain, la situation des femmes est plus difficile parce que le continent est plus pauvre en tant que tel. Parce que l'agriculture, qui nourrit 80% des Africains, aujourd'hui, 50% des personnes qui y travaillent, si ce n'est plus, ce sont des femmes. Mais il y en a à peine 20% qui possèdent leur terre. L'éducation, qui, comme disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il y a des centaines de milliers de jeunes filles qui ne vont pas à l'école et qui n'auront pas la possibilité de grandir, de s'émanciper, de découvrir le monde. Le dérèglement climatique, qui cause un tel désastre partout dans le monde. L'Afrique est celle qui participe le moins au réchauffement climatique et c'est celle qui en paye le plus lourd tribut. Eh bien, Emmanuel Leclerc, 80% des déplacés climatiques sont des femmes. Il y a très longtemps que je n'ai pas entendu une femme déclarer la guerre. Pourtant, les femmes sont des victimes exponentielles de la guerre. Les femmes au Nigeria, les femmes au Congo, les femmes en Ukraine, les femmes en Israël,
les femmes en Palestine. Partout dans le monde, les femmes sont utilisées comme des armes de guerre. Donc quand vous me posez la question de savoir quel combat je vais mener pour les femmes sur le continent, je vous dirais quand même, parce qu'il faut faire des choix, je pense que l'émancipation économique est l'une des choses les plus importantes. Parce que je sais que quand vous pouvez travailler, gagner votre propre argent, payer votre loyer, avoir un toit sur la tête, envoyer vos enfants à l'école, manger à votre faim tous les jours, c'est une première victoire. Mais pour parvenir à cette victoire, puisque l'argent est le nerf de la guerre dans notre société capitaliste, eh bien il faut que vous ayez accès à des capitaux pour développer votre petit restaurant, pour utiliser les panneaux solaires, etc., etc. Donc mon premier objectif, c'est de lever des capitaux qui vont permettre à ces femmes de créer leur structure, de transformer l'économie informelle en économie formelle, pour qu'elles puissent se développer, s'épanouir et vivre en dignité comme n'importe quel être humain sur cette planète. Elisabeth Moreno, une dernière question. Merci pour la force que vous avez en vous pour mener ces beaux combats, ces nobles combats. Une dernière question. Elisabeth Moreno, êtes-vous heureuse? Oui, je suis heureuse parce que j'ai la chance de porter des combats qui me tiennent très à cœur. J'ai la chance de connaître des personnes qui m'aident à porter ces combats. Et j'ai la chance tous les jours de rencontrer des gens qui ont envie de rendre ce monde meilleur. Alors oui, je suis heureuse. Magnifique. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci de m'avoir accordé quelques de vos minutes très, très précieuses. Et permettez-moi, Elisabeth Moreno, de terminer par une citation d'Angela Davis qui vous caractérise beaucoup, me semble-t-il. Une femme engagée ne se contente pas de rêver d'un monde meilleur, elle le construit jour après jour par ses actions et son dévouement. Et je crois aujourd'hui, c'est ce qui vous aide et c'est ce que vous faites. Merci infiniment Emmanuel Leclerc de m'avoir reçu. Merci pour cette conversation extrêmement intéressante. Et merci à votre niveau de faire votre part pour faire avancer ce monde. Ça me touche infiniment. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.